Hey les amis, comment va? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se fait un petit débrief aujourd'hui du match d'hier soir entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes. 33e journée de Ligue 1 Uber Eats. Voilà, donc tout d'abord, je tenais à passer un petit message à mon ami Le Beaufix qui m'a donné l'envie de refaire quelques petits débriefs. On va essayer de la faire comme ça. Pour la première, vous me direz ce que vous en pensez à la fin. Merci à tous. Alors, je vous ai mis de l'autre côté plutôt, les stats du match d'hier soir. Donc c'est les stats sur le match terminé, des demi-temps, le match en général. Donc voilà, vous pouvez regarder. Je vais le laisser là pendant un moment et puis après je mettrai d'autres écrans. Alors on va partir sur l'analyse du match en général. Tout d'abord, ben, moi j'ai trouvé qu'on a assisté à un très bon match de la part de l'Olympique de Marseille. Voilà, très bon match, on va dire bon match plutôt plein de la part de l'OM, avec quelques soucis aussi défensifs. On va en parler quand on fera joueur par joueur. Là, on va rester sur le match en général. Donc hier, on se retrouve donc au Vélodrome avec 55 900 spectateurs, supporters, je crois, il me semble qu'il y avait environ dans ces eaux-là le nombre d'affluences. Donc voilà, les stats, vous les avez là, vous faites une petite idée du match, comment ça s'est déroulé. On a assisté à un Olympique de Marseille qui était plutôt en rouleau compresseur, je dirais ça comme mot. Voilà, donc la première mi-temps et la deuxième mi-temps se ressemblent si on regarde bien de plus près. Mais à part les erreurs défensives de première mi-temps, voilà, on peut assister à une mi-temps, la première, où on a commencé tranquillement à faire tourner le ballon comme à d'habitude, mais on le sait on va avoir la possession dans le match. Après, on va dire que c'est de la possession stérile, mais c'est jamais stérile quand on a la possession à ce point-là, surtout en première mi-temps où on oscillait vers les 80%, je crois. C'est surtout pour bouger le bloc adverse. Les Nantais qui jouaient à 5 derrière avec un attaquant devant et 3 ou 4 milieux forcément au milieu. Donc ils sont restés derrière, un peu comme toutes les équipes qui viennent au Vélodrome. Et à force d'avoir le ballon, de faire tourner le bloc, on va trouver des espaces, avoir des décalages, que ce soit au milieu ou en défense quand on arrive à se projeter vers l'avant. Voilà, donc on a réussi à avoir la possession en première mi-temps, c'est sûr. On a réussi à se procurer quelques occasions avec des appels en profondeur de Bakambu, d'Amin Harit, quelques situations aussi avec un coup de pied arrêté de Dimitri en première mi-temps. Voilà, donc on se procure des occasions. Et puis sur le premier coup de pied arrêté adverse du FC Nantes, avec peut-être une petite erreur de Khaled Takar sur sa relance sur Luan Pérez qui va concéder un corner bêtement puisqu'il est à 40 mètres des buts, au lieu de la laisser sortir il la met en corner. Voilà, donc sur ce corner là on a des fautes de marquage dans tous les sens. Un joueur Giroto qui se retrouve tout seul au point de pénalty. Ça doit pas se passer en Ligue 1. Surtout à l'OM. Donc voilà, le premier but il arrive comme ça. Ensuite on a une bonne réaction quand même, on arrive à repousser derrière et puis à se procurer quelques occasions, à se projeter vers l'avant, que ce soit Camara justement qui rentre dans la surface et qui se fait faucher par Palois. Donc on égalise par un penalty de Dimitri Payet. Qui le tire à la gauche d'Alban Lafont. Alban Lafont n'était pas très loin sur le premier penalty. Ensuite, 2 ou 3 minutes après, on se dit non, c'est bon, on a compris la chose. Mais bon, 2 ou 3 minutes après, un autre corner concédé bêtement, cette fois de l'autre côté par Lirola qui manque sa conduite de balle. On en parlera tout à l'heure aussi pour les notes. Je vous ai préparé quelques notes, vous m'en direz ce que vous en pensez. Donc on concède ce corner, et puis sur ce corner, le ballon qui va de droite à gauche, avec même Palois qui arrive à prendre dans le dos Luan Pérez, qui arrive à centrer, et puis bon, finalement une frappe qui est déviée pour Lopez n'y peut rien. On en parlera aussi de Paul Lopez. Et puis voilà, donc le deuxième but nantais arrive juste avant la mi-temps. On n'a pas le temps de revenir avant la mi-temps. Mais je suis resté confiant. Franchement, du bout en bout, j'ai pas eu de sensation de stress ou quoi. Je me suis dit, non, c'est bon, on est au-dessus, on le voit. Nantes qui joue derrière, au bout d'un moment, ça va craquer. Et ben finalement, la deuxième mi-temps, j'ai eu raison, hein. On a continué un peu sur le même rythme. Peut-être en étant placé plus haut, ce qui a un peu baissé la possession de balle, où on était plus de 80 en première, à la deuxième on était dans les 70 je crois. Et oui, parce que forcément si on se retrouve plus près de la défense, on va essayer de prendre plus de risques à chercher des solutions aux abords de la surface, mais on perdra forcément un peu plus le ballon que si on tourne derrière.
Voilà, donc la deuxième mi-temps, on était plus haut. On s'est procuré quelques occasions quand même, pas mal. Et puis il est arrivé encore sur un penalty qu'on égalise, sur une faute de Gerson. Voilà, Gerson qui a permuté à gauche, à droite, au milieu. Là, cette fois, il était à droite de la surface. Il se fait faucher pratiquement à la même place que Camara en première mi-temps, mais de l'autre côté, bien sûr, dans l'autre surface. Et c'est Fabio, je crois. Fabio qui va le faucher sur un petit crochet du Brésilien. Payet qui garde son sang-froid, qui la met du même côté, il prend un contre-pied cette fois Alban Lafont. Voilà, on arrive à 2-2. Et là, je me suis dit, c'est bon, on arrive à la 50. Ah, alors il marque à la combien? 55e, je crois, Dimitri. Oui, 55e. Et il nous restait environ plus d'une demi-heure. Je me suis dit, bon, c'est bon, on va réussir à l'emporter. Et finalement, 20 minutes plus tard, vers la 75e, on a une belle action encore avec Gerson. Encore Payet aussi, qui va le trouver avec un super 1-2 aux abords de la surface côté gauche. Gerson qui prend son temps en rentrant dans la surface. Petite passe en retrait au point de pénalty pour Aminarit qui arrive en pleine course. Gros Aminarit sur le match, on en parlait aussi dans les notes. Et voilà, le 3-2. Ensuite, on a eu l'entrée de Milik qui a été plaisante pour ma part. J'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée. Il a joué 20 minutes environ et il s'est procuré deux frappes, deux occasions. Dont une, ça m'a surpris qu'il frappe comme ça à l'entrée de la surface côté gauche où il était un peu enfermé. Je me suis dit non, il va pas frapper. Bim, bim, une grosse frappe qui était cadrée. Et puis la deuxième, celle qui était à rater, elle était cadrée. Elle prenait peut-être le gardien un contre-pied Alban Lafont. C'est dommage qu'elle ait été déviée. Il y a eu un corner derrière. Mais une bonne entrée de Milik. Voilà, pour le reste, les autres entrées, on a eu Gay, Kolasinac et Rongier, je crois, qui sont rentrés, mais c'était en toute fin de match. J'en parlerai peut-être pas tout à l'heure pour les notes. Et voilà, pour 5 minutes, on va pas en parler. Voilà, le match, après, on l'a plutôt contenancé les Nantais qui n'ont pas été si dangereux que ça tout le long du match. Et voilà, donc victoire 3-2. 3 buts à 2. Et puis, je vais vous enlever ces stats. Alors, regardez-les bien parce que je vais mettre d'autres stats à l'écran. Voilà, donc on a les résultats derrière. Des autres équipes de cette 33e journée, on a les Parigots qui ont gagné 3-0, ils se pensaient champions de France, mais non, dommage. L'OM l'a emporté dans la deuxième mi-temps. On a les Lensois qui l'ont emporté 2-0, je regarde un peu ces matchs-là. Brest-Lyon, ça fait plaisir, une petite défaite des Lyonnaises encore. Les Rennais qui perdent à Strasbourg, donc ça va se resserrer derrière nous, on va le voir au classement par la suite. Ensuite, Bordeaux-Saint-Etienne, on s'en fout, c'est le bas de classement. Monaco-Nice, le derby du Sud, donc avec Monaco qui l'a emporté. Et puis c'est tout. Après, le reste, c'est des matchs ventre mou. Reims, Lille, 3 Clermont, ça nous importe peu. Au classement. Alors, au classement, je vous le montre à l'écran. Regardez. Alors, on a bien sûr les Parisiennes qui sont devant avec 77 points. L'Olympique de Marseille qui est deuxième avec 62 points. Et derrière nous, maintenant, on a 3 équipes avec 56 points. Donc Rennes, avec leur défaite face à Strasbourg, ils ont permis de faire revenir les Strasbourgeois à la même hauteur qu'eux en nombre de points. Donc 56, 56 et 56 pour Monaco aussi qui l'a emporté face à Nice. Voilà, donc les 3 poursuivants pour la deuxième place, ils sont quand même à 6 points de l'OM. On va dire qu'ils vont se battre entre eux parce qu'il y aura des matchs entre voilà, donc il va y avoir des confrontations directes sur tous les équipes qui nous suivent et nous aussi avec eux. On va bien sûr jouer à Rennes, pardon, à Reims aussi la semaine prochaine, enfin dans 3 jours déjà, contre Rennes et contre Strasbourg, et puis on va jouer contre Lorient je crois aussi et Lyon. Et Lyon, faut pas oublier Lyon, même si Lyon, regardez, ils sont 8e. Ils sont 8e et ils doivent se mordre un peu les couilles là parce que 49 points. 49 points avec cette défaite à Brest. Imaginez-vous, ils gagnaient 52 points. Ils se replaçaient à 4 points de la 3e place. C'est dommage pour eux. Là, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais on s'en cague complètement. Voilà, on peut voir que derrière Monaco, après 56 points, il y a quand même Nice 54. On les voit qui flanchent un petit peu en fin de saison, mais c'est pas tout à fait fini quand même pour eux. 54-56, il n'y a que 2 points d'écart, c'est un match de différence, ça peut aller vite. Les Lensois qui reviennent bien en cette fin de saison. Et là, ils avaient eu un coup de mou là, en milieu de saison. Ils reviennent bien. Ils sont à 3 points de l'Europe. Attention aux Lensois, peut-être la surprise. Pour l'instant, la surprise, c'est Strasbourg, 4e, on le voit. Il reste quand même sur un bon rythme. Finalement, quand on regarde le nombre de défaites, regardez bien, il y a Paris qui a 4 défaites, on s'en fout d'eux. Et nous, derrière, on a 7 défaites. Mais Strasbourg aussi, que 7 défaites. Si on prend juste leur match nul qu'ils ont fait, donc 11,
et nous 8. Il n'y a que 6 points d'écart finalement. Ben, c'est sur ces matchs-là où ça se fait la différence. Voilà, même en termes de différence de but, on est pratiquement kiff-kiff hein, avec Strasbourg. Voilà, une équipe qui surprend cette année. Voilà, qui n'ont rien à perdre parce que ils devaient jouer sûrement la relégation, le maintien d'abord, après le ventre mou, et après la meilleure place possible. Et puis maintenant, pourquoi pas l'Europe? S'ils arrivent à se qualifier déjà en Coupe d'Europe, ça serait très très bien pour eux et ça serait mérité. Voilà pour le classement. Je vais vous enlever tout ça. Je ne vous mets pas le classement par la suite. On s'en fout un petit peu des relégables. Voilà, donc je vous mets maintenant les notes des joueurs. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Par exemple, en ce moment, on le sait qu'il y a la guerre Mandanda-Lopez. Je dis la guerre, c'est pas vraiment une guerre parce que il n'y a pas lieu d'être. Ces deux joueurs de l'Olympique de Marseille, ils sont tous les deux sous contrat à l'OM. C'est pas un prêt pour Lopez. Maintenant, il est pris, il a signé son contrat. C'est comme un CDI. Faut l'encourager, malgré qu'il fait quelques petites erreurs, quelques petites bourdes. Hier, je trouve que il aurait pu, c'est vrai. Là, je parle juste de Lopez. On va faire Lopez, on va monter jusqu'en haut. Hier, je trouve que sur le premier but, c'est vrai, la tête, même si elle arrive très très rapidement, parce que c'est une tête quand même assez puissante au point de pénalty de Giroto, il peut avoir la main peut-être un peu plus ferme, parce qu'il me semble qu'il la touche, qu'il l'effleure, si je ne me trompe pas. Après, voilà, donc il y a peut-être sur le premier but, et le deuxième, il n'y peut rien quand même, faut pas déconner. Comme me disent, Mandanda est meilleur, peut-être, c'est vrai que sur la ligne, peut-être que Mandanda est meilleur, il a peut-être de meilleurs réflexes et la main plus ferme. Mais le deuxième, il n'y peut rien. Le deuxième, il n'y peut rien. Le ballon, il est dévié. Comment il s'est pris à contre-pied? C'est fini. Hein, il ne peut rien faire. Ensuite, en fin de match, il se rattrape, on va dire, du premier but où il aurait pu faire quelque chose. Il fait une belle sortie déjà au pied, si je ne me trompe pas, avant de faire celle à la main, je ne sais plus. Bon, bref, il fait une sortie au pied où il sort de la surface, il arrive à dégager le ballon. Bon, ça tape sur l'attaquant. Je me suis dit, non, ça va être contre notre but. Non, c'est bon, ça c'est pas sorti. Et la sortie à la main, où il a failli se faire lober par l'attaquant, je sais plus, c'est Boukari, je crois, le jeune qui était rentré. Donc finalement, fin de match, bonne fin de match de Paul Lopez qui se rattrape un peu. Je voulais mettre 5 au début, mais je me suis rappelé de ces deux occasions-là. J'ai mis 5,5. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que j'en ai vu qui lui mettait 0, 2, 3. Je comprends pas, moi. Je veux dire, j'aime bien, j'adore Mandanda, c'est une légende, il n'y a pas de souci. Mais Paul Lopez, il ne faut pas lui cracher dessus gratuitement comme ça, sans vraiment avoir d'argument pour ce match-là d'hier. Je parle pas du match de Paris. C'est sûr que le match de Paris, si on devait le noter, je l'aurais noté 4 ou 3 ou 2. Voilà. Et sur le premier but, voilà, il ne doit pas sortir comme ça, à l'aveuglette, comme ça, il se faire lober. Bon, ça arrive malheureusement, et ça arrive juste au match où il reprend Paul Lopez. Mais ce match-là d'hier, je lui mettrai une note moyenne, juste au-dessus de la moyenne, voilà, pour la fin de match. Pour la fin de match, sinon, s'il n'y avait pas la fin de match, j'aurais mis 5, voire, non, pas 4,5, parce qu'il ne fait pas une grosse bourde, mais j'aurais mis 5, voilà, j'aurais mis 5, la moyenne pile. Devant, on va partir sur la défense maintenant centrale. On va parler des deux qui ont fait un peu presque le même match, avec peut-être un Saliba qui s'est un peu plus projeté dans le camp adverse. Donc j'ai trouvé un Saliba qui était plutôt bon dans ce domaine-là. Il a aussi appuyé quelques passes qui ont été intéressantes à percer le milieu nantais. Donc 2 ou 3 passes comme ça où il a trouvé quelques joueurs aux abords de la surface nantaise. Je trouve bon Saliba sur les relances, il est plutôt bien propre en termes de relance par rapport à un Khaled Takar qui, voilà, justement sur les relances, le premier but, eh ben, on peut se dire qu'il est un peu légèrement fautif avec Luan Pérez qui, voilà, on va en parler après par la suite. Et sur ce corner-là, en plus, Khaled Takar est dans l'action où on le voit, il regarde Giroto qui est juste devant lui. Il aurait pu faire 2-3 pas et aller jouer le duel. Il l'a pas fait. Mais il n'y a pas que lui hein, sur ce but-là qui sont fautifs. Saliba est plutôt au premier poteau. Il saute, bon, il se fait lober, il n'y peut rien. Mais il y a un Camara, il me semble qu'il est un peu léger sur ce but-là. Même si je lui ai mis une bonne note, on va voir par la suite. Voilà pour Khaled Takar. Pour Saliba, donc 1,6 pour Saliba, je trouve que c'est une note qui est plutôt bonne. C'était pas son meilleur match, mais il a fait un bon match, voilà, costaud. Comme Khaled Takar aussi costaud, mis à part cette petite erreur de relance qui nous coûte un but. Et puis voilà, donc la défense centrale, on va dire c'est presque kiff-kiff pour moi, avec un petit Saliba juste un petit peu au-dessus. On va parler des deux
point faible de l'équipe depuis le début de saison, moi je le dis souvent, je suis souvent en live pour ceux qui me suivent. Je trouve que Luan Pérez, moi, depuis le début de saison, je l'appréciais sur les premiers matchs, pardon, où on le voyait se projeter vers l'avant. Il était intéressant dans la défense à 3, où il arrivait à amener un petit peu un surplus sur son côté. Mais après, une fois qu'on est passé à 4 derrière, en latéral gauche, je le trouve moins bon. Je le trouve moins bon. Dans le duel, il a du mal. Il y a juste des choses, quand il revient tambour battant pour tacler, il n'est pas mauvais. Mais après, pour ce qui est des duels 1 contre 1, j'ai l'impression qu'il a du mal. Il a du mal à se retourner, il a du mal sur le placement. Et puis là, sur le premier but, il doit la laisser sortir. On est à 45 mètres des buts, t'as pas à tacler en plus de ton mauvais pied, parce que, enfin, son mauvais pied, c'est son bon pied pour lui, mais il doit tacler du pied droit. Il a juste à le contrôler, le ballon. Il met le pied droit en opposition. Il préfère mettre son pied fort, donc le gauche, et il sort le ballon en corner qui amène le but. Voilà, Luan Pérez. Ensuite, sur le deuxième but aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, le deuxième but, donc c'est le corner. Après, il y a le ballon qui va d'un côté et de l'autre avec Palois qui centre pour. C'est qui reprend? C'est Coco, je crois. Palois, il le prend dans le dos à Luan Pérez. Luan Pérez, sur la remontée de balle, sur ce corner, il ne doit pas remonter dans l'axe comme ça. Il y a déjà 4-5 joueurs marseillais. Il doit se remettre positionner un petit peu légèrement sur le côté gauche. Et je l'ai trouvé dépassé sur cette action. Il se fait prendre dans le dos par Palois, qui n'est pas le plus rapide. Après, ensuite, on le voit, Luan Pérez revenir un petit peu, essayer à la va-vite, mais bon, il est trop loin. Et ça laisse le centre facile pour Palois avec son extérieur pied gauche pourri. Voilà, Luan Pérez, il est presque sur les 2 buts, on va dire. Et c'est pour ça que je lui ai mis un 4,5. J'ai pas voulu le descendre plus que ça. J'ai mis 4,5. C'est une mauvaise note pour moi, mais c'est pas la plus mauvaise. Bon, bref, on a gagné, heureusement. C'est peut-être pour ça que je mets 4,5, sinon j'aurais mis 3, 2 ou je sais pas. Pour Lirola de l'autre côté. Lirola de l'autre côté, c'est pas la même chose. Lirola, je l'ai trouvé volontaire devant. Devant, on l'a beaucoup vu, surtout bien dans la surface aussi. On l'a vu 3-4 fois en situation de donner des bons ballons dans la surface. Ce qu'il a encore du mal. Comparé à l'année dernière, on se dit si c'est pas son frère ou son jumeau, je sais pas moi. L'année dernière, il a fait combien de passes décisives, je ne sais plus. Et cette année, je crois qu'il en est à 2 de passes décisives depuis le début de saison, dont une sur Dieng et l'autre, je ne me rappelle plus trop. Contre Rennes d'ailleurs, je crois, la passe sur Dieng. Mais là, Lirola, il a 2, 3 situations, 4 situations dans la surface ou aux abords où il y a Bakambu dans la surface, il y a peut-être un autre, Gerson ou Guendouzi, je ne sais pas. Il arrive jamais à trouver la bonne zone ou quoi. Donc Lirola, sur ça, sur ses précisions de centre, c'est pour ça que je lui baisse un petit peu la note. Et puis les conduites de balle, par exemple, sur le deuxième but, le corner qui amène le but. Sur le deuxième but, regardez bien, il a le ballon, il doit le contrôler bien comme il faut, il doit l'emmener vers l'avant. Je sais pas ce qu'il fait, il est pourtant sur son bon pied, il laisse passer le ballon et finalement il concède un corner bêtement. Voilà Lirola, c'est dommage, je l'aime bien ce joueur. Je pense que son manque de préparation tactique de pré-saison, ça lui coûte encore. Voilà, malgré qu'on a changé de tactique depuis le temps, la philosophie de jeu c'est toujours la même. Possession, et puis essayer de presser et de permuter dans toutes les zones. On en parlera pour les joueurs de devant. Il lui manque peut-être quelque chose, je sais pas, peut-être un match, où il réussira tout ce qu'il veut. Et puis là, après, il sera bon. Mais là, on arrive sur les 5 derniers matchs en championnat. Il nous reste 2 voire 3 matchs en Coupe d'Europe, donc la conférence. Il va avoir quelques minutes encore à jouer et on va espérer qu'il soit au moins moyen, quoi, qu'il soit pas mauvais, qu'il ne coûte pas des buts et des matchs. Voilà, donc pour ma part, Lirola, j'ai mis à 4,5. J'ai mis les deux pareils, voilà, Luan Pérez et Lirola. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour les notes. Voilà pour la défense, le gardien. Maintenant, on va passer au milieu. On va partir de Camara Guendouzi. Je leur ai mis la même note. Je les ai trouvés bons et en plus, je trouve qu'en fait ils sont tellement complémentaires, ces deux joueurs qui sont un peu foufou. Donc Guendouzi c'est un peu chien fou qui va dans tous les sens, il peut même se projeter plus dans la surface qu'un Camara, mais ça peut se ressembler quand même parce que en termes de vas-y je vais à gauche, je vais à droite pour récupérer le ballon, machin, pour combler les trous, tout bordel. Quand même Camara c'est très très fort, je pense qu'on va avoir du mal à trouver l'équivalent si malheureusement il part. Et Guendouzi, bon, il a signé, donc c'est pas de souci pour l'année prochaine. Mais Camara, voilà, c'est un bon match, très bon match.
Il a fait une petite erreur de marquage, je trouve, sur le premier but. Voilà, donc regardez bien le premier but. Je trouve qu'il lâche un peu vite le marquage sur Giroto. Et bon, c'est pour ça que j'ai pas mis 7. Sinon, j'aurais mis 7. J'aurais mis 7, juste pour cette petite erreur, on va dire. Sinon, 6,5, c'est une très bonne note. Un bon match de Booba. Et il a même été bon sur certaines passes qui ont cassé la ligne, un petit peu comme Saliba. Je crois qu'à un moment, je sais pas si c'est pas lui qui trouve en profondeur Amin Harit, qui se procure une occasion, qui fait un petit piqué là. Je crois que c'est Camara qui lui donne en profondeur. Donc Camara qui est intéressant aussi sur ses passes qui cassent les lignes. Donc un bon match de Booba, 6,5. Guendouzi, voilà, je ne vais pas en parler, c'est toujours les mêmes matchs, toujours à faire des efforts dans tous les sens. Première mi-temps, je l'ai trouvé peut-être moins à se projeter vers l'avant, plus à essayer de combler les trous ou quoi. Et je trouvais qu'en deuxième mi-temps, il s'est placé un peu plus haut, c'était bien mieux. On l'a vu à un moment faire une petite action où il dribble un joueur, il rentre dans la surface, il y a le centre qui est contré, je crois. Voilà, Guendouzi qui est égal à lui-même, 6,5, c'est une bonne note. Voilà, c'est pas le meilleur Guendouzi, donc sinon j'aurais mis 7, 7,5. Mais voilà, donc 6,5, c'est une très bonne note. Voilà pour les milieux. Il nous reste Gerson. Voilà, Gerson, je l'ai mis en milieu parce que c'est la position. La position des joueurs est comme ça quand on regarde le début de match. Mais après, ça tourne tout le temps. On ne peut pas donner vraiment une tactique fixe pour l'OM, à part peut-être le côté défensif où on reste avec peut-être une ligne de 4 derrière avec des joueurs qui montent ou plus ou moins. Lirola qui était vachement offensif. Luan Pérez qui n'est pas trop monté de son côté. Mais bon, on a la ligne de 4 derrière. Camara qui est devant la défense qui bouge pas trop non plus. Il arrive quelquefois à se projeter, qui a amené le penalty d'ailleurs, mais sinon c'est pas plus que ça. Et Gerson, donc j'en reviens au Brésilien, qui a fait un très très gros match encore. Il confirme, ça fait 8-10 matchs, combien d'affilée qu'il est très très bon. Je trouve que bon, maintenant son prix, on peut arrêter d'en parler. Voilà, j'arrêtais pas de le dire en live. C'est pas avec le prix qu'on juge un joueur. Voilà, on a beau acheter un joueur, par exemple. Luan Pérez 4 millions et demi, on se disait au début de saison ouais c'est une bonne affaire et finalement quand on regarde son bilan c'est pas cher, c'est sûr, enfin c'est pas cher, je m'entends bien, 4 millions et demi, on se dit c'est pas cher mais bon, finalement au bout du compte, est-ce que c'était pas mieux un autre latéral gauche plus pour ce poste-là. Je crache pas sur Luan Pérez, c'est un très bon joueur qui serait très bon dans la défense à 3, voire peut-être une défense à 2 derrière, peut-être à la place de Kaletakar parfois pour le faire un peu souffler. Donc voilà, pour donner un exemple. Et Gerson, c'est pas de sa faute s'il a coûté 25 millions ou je ne sais combien. Lui, il n'a rien demandé. Et puis finalement, au fur et à mesure de la saison, donc en plus, n'oubliez pas qu'il a enchaîné les 2 saisons, Brésil et Ligue 1. Il n'a pas eu de repos plus que ça. Et puis la tactique, prépa physique, comme je l'ai expliqué pour Lirola, il est un peu en retard, il est arrivé, donc forcément il n'est pas au point au début. Et finalement maintenant on le voit, c'est un joueur intelligent, qui arrive à poser le ballon quand il faut. Il a toujours cette petite façon, cette fâcheuse tendance à poser la semelle sur le ballon, à se mettre le cul en arrière et laisser un peu le joueur s'empaler sur lui. Mais il est tellement bon pour ça. Pour après remettre, des fois il le remet en une touche comme ça, c'est impressionnant le Gerson qu'on a maintenant. Je pense que c'est parmi les milieux de Ligue 1, c'est un des meilleurs maintenant, je pense, il n'y a pas de souci sur ça. En plus, bon, je dis milieu, mais il se retrouve souvent dans la surface, souvent à gauche, à droite. Il a obtenu le penalty, il était à droite. Il a eu l'occasion de donner la passe décisive à Harit. Encore une passe décisive d'ailleurs pour Gerson, je crois que c'est la 5-6e en championnat, il me semble, si je ne me trompe pas. La passe décisive pour Harit, contrairement à Lirola, voilà, qu'il en a eu 3-4. Lirola, il savait pas où centrer, il centre au hasard dans la surface. Gerson, il attend, il voit qu'il a le temps, il voit 2 joueurs qui arrivent au point de pénalty, d'ailleurs Lirola et Harit, il la met dans cette zone-là, parfait, Amin Harit, il arrive, plat du pied, but. Donc Gerson, très très gros match. Voilà, rien à dire d'autre. Je trouve volontaire aussi à se procurer quelques situations. Donc franchement, Gerson, très très bon match, il confirme comme il est depuis un certain temps. On a Dimitri. Dimitri, vous le savez bien, moi Dimitri, pour ceux qui me connaissent depuis le début, je n'apprécie peut-être pas l'homme, hein, c'est juste mon avis personnel, mais le joueur, faut l'avouer, c'est quand même un joueur qui a quand même des stats cette année qui sont quand même impressionnantes, ça m'impressionne qu'il soit encore à ce niveau-là, à l'âge où il arrive maintenant, mais il fait le strict minimum et ça lui réussit bien, voilà, il garde son côté décisif. Voilà, il a eu un coup franc quand même en début de match à la 9e où je pense qu'il peut faire mieux.
Il la met, finalement, le ballon passe au-dessus de la barre, qu'il est effleuré d'ailleurs par Lafont. Je ne sais pas s'il tapait la barre après, si son coup franc, s'il retombait bien. Mais Payet, franchement, voilà. Donc pour les pénaltys, voilà, surtout pour les pénaltys, il a eu le sang-froid de mettre le deuxième au même endroit. Le premier, sachant que le premier a failli être sorti par Lafont. Pour le sang-froid et pour le côté décisif, parce que finalement, il est sur les 3 buts. Le troisième, c'est lui qui donne la balle à Gerson sur le côté gauche avec un petit 1-2. Et quelle passe quand même. C'est un délice. Une petite louche qu'il nous fait là, extérieur du pied droit, là, comme ça. Je sais pas s'il le fait pas à l'aveugle, s'il regarde ailleurs. Bon, bref, on s'en fout de ça. C'est du côté bling-bling. Mais ce qui fait la passe entre les deux défenseurs nantais, là, derrière dans le dos, Gerson qui arrive et qui s'entend rentrer, c'est magnifique. Voilà. Donc Payet, un 7,5. Voilà, autant que Gerson, parce que 7,5 Payet, parce qu'il est sur les 3 buts et parce qu'il met les 2 pénaltys. S'il aurait mis un penalty, qu'il aurait été sur un but sur 3, j'aurais descendu à 7, voire, bon, 7, ouais, je pense que j'aurais mis 7. Mais là, il est sur les 3 buts, on ne peut pas lui mettre moins que 7,5. 8 pour moi, je vais vous expliquer, c'est vraiment un très 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 gros match de la première minute à la deuxième minute. Après 8,5, c'est quand il y a les stats et le gros match. 9, on verra ça par la suite sur les autres matchs. Ensuite, on a qui il nous reste Harit. Amin Harit. J'ai mis 7,5. Alors, j'aurais voulu mettre 8 pour Amin. Mais c'est surtout pour la deuxième mi-temps. Voilà. La première mi-temps, il a été bon. Toujours, tout le long du match, il a été bon. Mais je l'ai trouvé bien meilleur sur la fin de match. Après, peut-être parce que les joueurs en face étaient plus fatigués que lui. Je ne sais pas, peut-être qu'il en ce moment, il pète le feu, Amin. Il est toujours dans les bons coups. Il a cette fâcheuse tendance aussi, comme je disais pour Gerson, mais une autre fâcheuse tendance, c'est à contrôler, à se retourner d'un coup. On ne le voyait pas beaucoup de joueurs qui arrivent à être aussi rapides que lui dans ses gestes techniques. Franchement, conduite de balle, contrôle, passe, tout ce que vous voulez. Amine, très très bon Amine en ce moment. Et je pense que là, en fin de saison, c'est un dilemme, hein, parce que bon, Schalke, je ne sais pas s'ils vont le laisser partir pour moins de 9-10 millions. Voilà, en sachant que s'il fait une grosse fin de saison là, imaginez-vous, on gagne la Conference League et on arrive deuxième du championnat. Bon, j'espère ce qui devrait passer, je touche du bois. Je pense que la cote d'Amine va monter, même s'ils sont en Ligue 2, le Schalke. Et au lieu d'être coté à 9 actuellement, il est, je pense que ça peut monter tout de suite à 12, 13, voire plus. Hein. Alors c'est peut-être pour ça que je dirais à Longoria, je fais confiance à Pablo, de s'y mettre maintenant et de proposer même déjà maintenant. Même si on ne le sait pas, on s'en fout. Moi je ne veux pas le savoir. Et je veux qu'il soit l'année prochaine. C'est un joueur intéressant, il pourrait être dans la rotation, il peut être même titulaire. Là il n'y a pas Under qui avait une petite gêne, donc toujours au genou, face à Paris. C'est sorti à la mi-temps. Donc Under en plus il était moins bien. Donc c'est parfait qu'on a un Harit qui est bon sur cette fin de saison. Il peut remplacer Sengiz. Il peut remplacer même Payet de l'autre côté. Il peut même remplacer Bakambu devant si on joue avec un faux neuf comme on a l'habitude de dire. Mais donc un gros Amin Harit. Pour moi c'est... J'hésite entre Gerson et Amin Harit, mais je mettrais peut-être plus Amin Harit en homme du match. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Donnez-moi votre homme du match. Il n'y a pas de souci sur ça. Et puis voilà, donc Amin Harit, très très gros match. Maintenant, Bakambu. Bakambu, j'ai mis 5. Je voulais mettre 5,5, mais je vais rester sur 5. Voilà, je vais rester sur 5 par rapport à ce que j'ai vu de Milik quand il est rentré. Voilà, donc Bakambu, il se procure quelques situations, dont une où il arrive à se débarrasser du gardien. Et il avait le but, on va dire ouvert, mais bon, il était excentré sur la ligne presque, c'était difficile à mettre. Mais quand même, tu dois là, au moins pas loin du cadre. Là, ça passe à 1 mètre. Bakambu, voilà, pour ses justesses techniques, je viens baisser la note. Pour ses conduites de balle, parce que finalement, quand on voit bien, regardez bien quand il arrive à prendre le ballon, on a l'impression qu'il le laisse trop près de lui. Je sais pas, il n'arrive pas à le pousser alors qu'il va très vite. Alors, bon, on va dire que c'est peut-être sa prépa physique qui n'est pas prête. Ça marche bien ça. Et voilà, on va lui laisser un peu le temps. De toute façon, on ne va pas critiquer. Hein. Comme je l'ai dit, comme pour Paul Lopez, comme pour Liola, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Il faut leur laisser le temps. On verra à la fin de saison, on fera le bilan en fin de saison, comme pour Sampaoli. Moi, je l'ai dit depuis le début de saison.
on critiquait plus ou moins ses choix, hein, on a le droit, c'est notre avis de dire pourquoi pas Mandanda, pourquoi pas Paul Lopez, pourquoi ci, pourquoi là. Il y a des choix qui étaient différents, à chaque fois Gay, pourquoi arrière gauche contre Metz, des choses comme ça qui étaient un peu bizarres. Mais bon, on verra à la fin de saison le bilan pour Sampaoli, on verra la fin de saison pour le bilan pour Lirola, pour tous les autres joueurs. Et Bakambu, voilà un match plus ou moins moyen. Voilà, donc même s'il a été volontaire dans ses appels de balles, surtout en première mi-temps où il en a fait pas mal, il n'a pas été trop servi. Mais voilà, donc il peut faire mieux. Il peut faire mieux, notre cher Cédric. Voilà, je vous ai fait toutes les notes. Et je vais parler juste 30 secondes de Arcadius. Donc Arek qui rentrait à la 69-70e minute. Je l'ai trouvé très très bon. Je l'ai trouvé très très bon. Enfin, très très bon. Très bon, allez, on va rester sur le bon. Il a fait une bonne entrée. Il s'est procuré donc 2 frappes comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la première qui m'a surpris par la soudaineté où il était un peu excentré sur le côté gauche. Il était loin, il était à l'angle de la surface, au moins une vingtaine de mètres. Il met une grosse mine qui était cadrée. Bon, bel arrêt de Malenfant. Et le deuxième, je pense que ça pourrait faire mouche. Ça aurait pu faire mouche. Si on regarde bien le ralenti, le ballon, il la croise parfaitement, j'ai l'impression. Il la met à ras terre, que ça avait d'être assez appuyé. Et le défenseur devant lui, il la détourne. C'est dommage. Ça aurait fait un but, ça aurait fait un peu de confiance pour Arkadiusz Milik qui revient de blessure. Ça fait un mois qu'il a manqué. 20 minutes, c'est bien. C'est pas trop, c'est pas trop peu non plus. Le prochain match à Reims, je pense qu'il ne faut pas le mettre titulaire. Ça, c'est mon avis personnel. Il faut encore le laisser un peu sur le banc. Il faut le faire rentrer peut-être une petite demi-heure en fin de match pour lui redonner un petit peu de temps de jeu, pardon. Et puis après, pourquoi pas, pour la Coupe d'Europe, le faire entrer en début de match, le faire faire une petite mi-temps, voire 1 heure. Voilà, donc, ou alors, la même chose, le remettre une demi-heure en fin de match contre le Feyenoord. Et puis après, contre Lyon, le mettre peut-être titulaire pour 1 heure. Voilà, ça serait plutôt le bon choix pour moi part, pour Arek, pour le remettre petit à petit, pour qu'il nous apporte quelque chose en fin de saison. Voilà, donc c'est en efficacité devant les buts. Voilà pour tous les joueurs, je vous ai fait joueur par joueur, poste par poste. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez des notes, de ce que je vous ai fait comme petite analyse du match. J'essaierai de m'améliorer sur les prochains débriefs. Voilà, donc on se retrouve prochaine vidéo pour un débrief du match de Reims face à l'Olympique de Marseille. Donc ça sera le match dimanche. Je travaille samedi, dimanche, je vous l'explique à chaque fois, je travaille de nuit. Donc je ne peux pas le faire, je le ferai le lundi normalement. Je le ferai le lundi, j'essaierai dans les mêmes eaux le soir, quoi, parce que le temps de me réveiller et tout, je suis cassé. Là d'ailleurs, je vais enchaîner. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous d'avoir été présents jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours du bien, et à vous abonner. Merci à tous, et allez l'OM, on est deuxième. Je vous remets le classement vite fait pour faire plaisir. Bim, voilà, on est deuxième, on est bien parti pour la Ligue des Champions. Je pense que ça va le faire. La Coupe d'Europe, on va la gagner. On va s'y mettre, on va gagner un titre cette année. C'est la 10e année sans titre, n'oubliez pas. Il faut la gagner. Voilà, donc on va essayer de faire mieux qu'en Coupe de France. Voilà, ça me reste encore là, le match face à Nice, là. On devait la gagner, cette Coupe de France aussi. Punaise, on manque quand même pas mal de choses, de pas beaucoup, hein, si on regarde bien cette saison. De pas beaucoup, on n'est pas loin de faire une très 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 grosse saison. Parce que regardez bien les matchs où on fait match nul contre Metz, contre Angers, contre Bordeaux, le match aller où on mène 2-0. On ne doit jamais lâcher les 2 points comme ça. Vous voyez, rien que ces 3 matchs-là, ça fait 6 points de plus. On est à 68. Ensuite, on a le match contre Lyon. On ne doit jamais le perdre, on doit le gagner ce match-là. Il y a plein de matchs comme ça. Les 3 points, enfin 2 points de plus, on va dire, contre Nice. Parce que normalement, le match, il était annulé et on aurait dû lui donner 3 points. Tous ces trucs qui s'imbriquent, finalement, on n'est pas si loin de Paris. Hein, on n'est pas si loin de Paris. Et même le match face à Paris, au match aller, on doit le gagner. Conrad, tu me fais chier, Conrad. Pour ceux qui le savent. Alors, je sais pas si je l'ai là, la petite alerte Conrad. Non, je l'ai pas là. Je l'ai pas là. Le oh non, pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, n'hésitez pas. Voilà, abonnez-vous. Et on se retrouve donc pour Reims, OM, le débrief. Merci à tous. Bonne soirée. Et je vous mets la fin. Allez, ciao, 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 ciao. Bis.